Alors bonjour aux auditeurs d'Omerta, bienvenue pour ce nouvel entretien. Alors un entretien avec un grand entretien avec une formule un peu particulière puisque aujourd'hui je suis avec Amélie Menu qui va m'accompagner pour cet entretien. Et nous recevons Marie-Estelle Dupont. Marie-Estelle Dupont, vous êtes psychologue, clinicienne et auteure. Bienvenue chez Omerta, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je voulais d'abord rappeler un épisode qui s'est passé il n'y a pas longtemps, mardi dernier. Nous nous sommes retrouvés tous les deux sur le plateau de Pascal Praud sur CNews. Jeudi, ouais. C'était jeudi ? Je ne sais plus très bien puisque Vous étiez rentré mardi, je crois. C'était, voilà, je suis rentré mardi d'Ukraine, et donc oui, c'était jeudi. Il y a eu ce moment où vous êtes rentré un petit peu, je vais dire, dans le dur du sujet, sur la question de l'Ukraine et la question de la Russie aujourd'hui. Philippe Guibert a expliqué que, en fait, s'attaquer ou critiquer l'Ukraine, ça revenait à faire le jeu de Poutine, et vous avez prononcé le mot de pensée binaire autour de ce conflit. J'ai trouvé ça juste, c'est pour ça que j'ai voulu vous inviter aujourd'hui, parce que c'est vraiment le problème aujourd'hui. On sent qu'il y a une véritable pression intellectuelle aujourd'hui autour de ce conflit. Qu'on aime l'Ukraine ou qu'on ne l'aime pas ou qu'on soit indifférent, on ne peut pas l'être. Il faut supporter l'Ukraine. Et quand on émet un point de vue un petit peu en disant si l'Ukraine n'avance pas aujourd'hui, il y a peut-être de la corruption, il y a peut-être un problème d'acheminement des armes, ou critiquer l'Ukraine revient à être désigné comme partisan de Poutine. Alors, il me semble même qu'on ne critiquait pas l'Ukraine, que vous posiez juste la question de savoir si vous avez dit texto, est-ce que cette guerre est la nôtre ou pas ? C'est ça. Ce à quoi Philippe Guibert a répondu, donc on abandonne l'Ukraine. Oui. Ce qui est quand même un raccourci, ce qui déformait à mon sens votre parole. C'est pour ça que j'en ai profité pour introduire cette notion qui est apparue très violemment pendant la crise sanitaire, de régression à une pensée manichéenne, noir, blanc, pour, contre. Coluche disait « je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire ». C'est-à-dire que j'ai vraiment eu le sentiment, aussi bien dans mon cabinet que dans les médias et dans mon entourage, que la pensée avait régressé à un niveau extrêmement manichéen. Et où, en fait, on n'était plus en train d'apposer des points de vue avec toutes les nuances de toutes les couleurs du débat, et qu'il n'y avait même plus de gris. Alors, des couleurs, il n'y en a plus, mais il n'y avait même plus de gris. On oppose des jugements. On n'oppose pas des points de vue, on oppose des égos, on oppose des jugements, avec quelque chose de l'ordre de ce qu'on appelle le triangle infernal en psychologie, le victime, le bourreau, le sauveur, et tout individu dont la singularité de perception fait qu'il peut penser quelque chose de différent est désigné comme salaud. Donc, en fait, on rentre dans quelque chose d'éminemment violent. Au nom de la tolérance, on rentre dans quelque chose d'extrêmement violent, parce que ce sont les mêmes qui vous font des leçons, évidemment, de moraline et de tolérance et de sentimentalisme. Et en fait, il y a une ostracisation de la singularité de l'individu. Et cette pensée binaire, pour moi, elle trouve son illustration dans l'intelligence artificielle, qui, pour moi, a tout d'artificiel et rien d'intelligent, puisqu'elle est en 0-1. Donc, c'est niveau 0 de la pensée, il n'y a pas de pensée. Ouais. Il y a du raisonnement, éventuellement, il y a de la logique, éventuellement, mais une logique peut être paranoïaque, mais il n'y a pas de pensée. Et en fait, ce qui est très frappant, c'est que tout ce qu'a dit Bernanos en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, se réalise sous nos yeux, c'est-à-dire que la déspiritualisation de la vie au profit de la technicisation, les machines qui ont envahi la vie, comme la bureaucratie a envahi la démocratie, et j'y reviendrai plus tard, il y a une sorte de déspiritualisation de l'être humain qui se raconte que Dieu n'existe pas, et en se racontant qu'il n'y a pas de transcendance, comme son besoin de croire est toujours là. Ça a été montré en éthologie, même chez les grands mammifères. Il y a le besoin de croire en quelque chose de bon. Un petit singe qui ne peut pas croire qu'il y a une maman qui prend soin de lui, il se déprime et il ne mange plus. Et donc le bébé a besoin de croire qu'il a une figure parentale qui est bonne. C'est pour ça qu'un bébé maltraité va penser que c'est lui qui est mauvais, parce qu'il ne peut pas se dire que la personne qui a autorité sur lui ne lui veut pas de bien. Et donc cette sorte d'interdit de croire en quelque chose de spirituel va déplacer ce besoin de croire sur la technique, sur les biens matériels, sur n'importe quelle idéologie. Et on voit bien
comment le pendant d'une vie extrêmement technologique, c'est la régression vers des croyances quasi animistes, avec une sorte d'évangile du wokisme, un radicalisme islamique chez les jeunes par rapport à la génération d'avant, où ils étaient moins radicaux, etc., etc. Et je trouve ça très préoccupant. Je crois que c'est ce que Sami Ali, qui est un grand penseur de la psychosomatique qui vient de décéder, décrit comme le banal, c'est-à-dire que l'impératif pour l'être humain de penser, d'être vertical, de sentir, d'imaginer, de créer, est en train de glisser vers un impératif de se conformer, d'appartenir au groupe, au détriment de son désir de vérité et de liberté. Et d'ailleurs, ça se traduit par exemple dans l'art. On nous raconte comme étant la singularité, l'authenticité, l'originalité absolue, des choses qui sont en fait très pauvres. Quand on voit Andy Warhol, il répète ad nauseam la même œuvre. Et on voit sur Instagram pléthore de photos très identiques de jeunes femmes en train de faire la salutation au soleil devant un coucher de soleil en Corse, avec écrit « Sois toi-même ». Sans voir que dans le « Sois toi-même », elles sont dans l'ultra-conformisme et l'ultra-besoin d'être comme le groupe, comme valide le groupe. Et cette perte de singularité, évidemment, est, à mon sens, très dangereuse pour la santé mentale. Pour revenir sur le débat public, que ce soit sur le Covid ou que ce soit sur la guerre en Ukraine, est-ce qu'on peut dire qu'on est passé du stade de « je ne suis pas d'accord, j'argumente, je t'engueule » au stade « tu n'as pas le droit d'exister » ? Il y a quelque chose du déni de l'altérité, oui. Tout à fait. On est passé de « je suis pas d'accord et on s'engueule » à « tu es un salaud sartrien ». Et donc le fait même de te parler me salirait. Je ne peux pas te parler. Ce serait une forme il y a une sorte de puritanisme en fait, dans quelque chose de très paranoïaque, c'est-à-dire qu'on dirait que la pensée de l'autre peut me contaminer. Comme si les limites et les frontières psychiques étaient devenues complètement poreuses. Et ce qu'on observe en psychologie, c'est qu'avant, on avait quand même beaucoup de structures, il y a une centaine d'années, quand même névrotiques, avec un surmoi. On était capable de s'adapter au groupe tout en gardant sa propre singularité. Et on se déplace de plus en plus vers des types de personnalités narcissiques, voire quasi psychotiques, c'est-à-dire confusion des places, confusion des générations, confusion des sexes, régression à une pensée très binaire et paranoïaque et projective, de moins en moins de mécanismes de type sublimation, intellectualisation, humour, et de plus en plus de déni, clivage, projection, et donc évidemment violence. Et sur le choix des programmes, par exemple à la télévision, il y a quand même une certaine orientation qui va dans ce sens, c'est-à-dire que on critique par exemple beaucoup Cyril Hanouna, donc TPMP, mais TPMP, même si ne fait pas exception à cette dérive de j'accuse l'autre et tu es le diable, etc., dans certains échanges. Mais cette émission-là permet à tous les points de vue de s'exprimer, y compris les plus caricaturaux, les plus... quand on va chez Cyril Hanouna, il y a toujours 2 minutes où on peut dire ce qu'on a à dire. Or, il y a d'autres émissions où ce n'est que le point de vue qui est conforme à celui de l'animateur, à son univers et à sa sphère de pensée. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de rétrécissement. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? C'est-à-dire qu'on est dans la violence partout, on est dans un débat extrêmement, extrêmement dur, mais il y a aussi cette espèce d'appauvrissement général avec une seule pensée à laquelle il faut se conformer. Je pense qu'en tout cas, il faudrait restaurer une vraie éthique du journalisme où on se demande... nous, en psychothérapie, si je fais l'analogie, quand quelqu'un nous parle toujours de la même chose, on se demande de quoi il ne parle pas. Et donc, je pense que peut-être il faudrait une réflexion éthique plus poussée sur comment on parle des choses, mais aussi de quoi on parle, parce qu'il y a des sujets qui sont systématiquement passés sous silence. Et évidemment, pour les jeunes, mais j'ai l'impression qu'il y a des indignations autorisées et des indignations interdites. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup de la violence faite aux femmes, et c'est très important. On parle très peu de la pédophilie, par exemple, qui pourtant, malheureusement, est un fléau. Je pense que... Moi, j'ai toujours eu l'impression, depuis que je suis toute petite, quand je regardais la télévision, qu'il y avait une drôle de manière de choisir les sujets. Et je ne me l'expliquais pas. Mais j'avais souvent l'impression que, peut-être du fait de l'instantanéité et de la vitesse de l'actualité, on traitait les sujets de manière à la fois très répétitive et très superficielle, en ayant beaucoup de mal à remonter en amont
Et en fait, en créant des espèces de débats périphériques, par exemple, vous êtes pour ou contre la corrida, mais en fait, on s'en fout. Enfin, la question comme ça, c'est pas le problème, en fait. Et ce serait très intéressant d'aller sur les problèmes qu'il y a au-dessus, qui est la question de la violence cadrée ou pas dans la société, du rapport à l'animal, d'ouvrir sur le débat de l'antispécisme et de ses dérives. Enfin, il y a en fait beaucoup de choses à dire. Et on vous oblige... Non, mais dis si t'es pour ou si t'es contre. Mais en fait, tu me fais violence parce que j'ai envie de penser le sujet. Et j'ai envie de penser le sujet sur les étages au-dessus. Et tu m'obliges à dire si je suis pour ou contre. Mais en vrai, je m'en fous de la corrida. C'est pas... Je veux penser les soubassements qu'il y a derrière ce débat du rapport à l'animal et du spectacle. Et c'est très difficile de dire je n'aime pas la corrida. Pour autant, je pense pas que ce soit de l'interdire qui résoudra la question. Ça, c'est très compliqué de le faire passer. Sans être désigné très rapidement comme salaud. Il y a un besoin de mettre des étiquettes qui pour moi, relèvent de la panique existentielle qu'on a à ne plus avoir de certitude. Et l'espérance, la foi, la transcendance, la spiritualité permet de tout temps, comme l'art, la culture, les tragédies, d'élaborer les grandes angoisses existentielles. Si vous supprimez ça, si vous réduisez l'homme à une définition, une anthropologie où il est défini par ses besoins caloriques, comme on l'a fait pendant la crise sanitaire, il va s'agripper à des certitudes. Mais des certitudes qui vont être des idéologies, en fait, et des illusions. Et donc, en fait, c'est ce que dit Bernanos, on a supprimé l'espérance, et donc on la remplace par des illusions. L'illusion que consommer va nous rendre heureux, puis que ne pas consommer va nous rendre heureux, etc., etc. En fait, moi, j'étais en train de me demander, parce que moi, je suis beaucoup, du coup, sur les réseaux sociaux, et je me demande quel impact, justement, ces réseaux sociaux ont sur le psyché, en fait, des personnes, parce que, finalement, l'école s'est détériorée enfin, vraiment, c'est une chute libre du niveau global de tous les élèves, donc on n'apprend plus à penser, on n'apprend plus à aller d'un point A ou à un point B, à voir tous les différents points de vue, etc. Et à côté de ça, sur les réseaux sociaux, moi, je vois bien que, aujourd'hui, c'est TikTok, les jeunes ne se nourrissent que de TikTok, et c'est entre 30 secondes et 1 à 3 minutes, en fait, dans lesquelles on doit dire ce qu'on a à dire, en gros. Est-ce que vous ne pensez pas que cette espèce de fractionnement et de guerre de l'attention, en fait, qui fait que les gens n'ont plus l'attention pour tenir un long raisonnement, fait que, en fait, on appauvrit totalement et on doit réduire notre pensée à un truc très, très clair. Oui, bien sûr. Non. Et en plus, sur le plan neurobiologique, c'est une aberration, et donc ça crée des troubles de l'attention et des addictions extrêmement importantes. Il y a un vrai enfermement mental et une vraie mise en danger de la santé mentale de ces jeunes qui ont justement besoin, c'est l'âge où on a besoin de se perdre dans les dédales de sa pensée, de tout explorer. Et on a tellement fractionné le temps, on l'a tellement ramené à une instantanéité qu'en fait, on crée au niveau du cerveau une saturation. Ils sont en hypervigilance, donc ils se coupent en fait de leur corps, complètement, donc ils sont dans une espèce de raisonnement désincarné qui n'est plus de la pensée, qui n'est plus dans le lien, qui est dans une espèce d'hyperconnexion à tout le monde et de lien avec personne. Et donc il y a des troubles de l'attention, et donc il y a des addictions, et donc il y a une augmentation des angoisses. Instagram a participé lourdement aux troubles de l'image du corps et aux addictions à la chirurgie esthétique de très jeunes femmes. Et TikTok... vous ne pouvez pas y passer plus de 5 ou 10 minutes sans tomber sur un contenu sur l'anorexie ou le suicide. Donc on les met aussi dans un bain extrêmement anxiogène. Et là, je pense qu'il est extrêmement important que les parents mesurent, et les chiffres le montrent maintenant, le côté pathogène des réseaux sociaux, voire même n'hésite pas à interdire à leur enfant l'accès aux réseaux sociaux avant 16-17 ans. Tant qu'il n'y a pas la maturation complète du cerveau, il faut vraiment se dire qu'on les met sous hypnose et qu'on les abîme au niveau neurobiologique. Parce que le lobe frontal, qui est supposé en fait inhibé, va être complètement saturé, donc ça les rend plus impulsifs. Il y a vraiment plein d'effets neurobiologiques, et notamment un rétrécissement des aires liées aux compétences sociales, qui fait que ce sont des enfants qui ont moins de capacité à décoder les émotions de l'autre, et qui, si on ne décode pas les émotions de l'autre, on est plus facilement dans la violence. Et plus vous cherchez des followers au lieu de vous chercher des amis, moins vous êtes dans le lien social, en fait. Alors que c'est dans la saine compétition du sport, de la drague, des questions aux profs, que vous construisez aussi votre estime de vous
et votre identité sociale. Donc ça fait aussi beaucoup de phobie sociale en réalité, parce que quand il s'agit de sortir du métaverse et d'aller dans le réel, ils sont complètement décontenancés. Il y avait peut-être un autre truc que je voulais dire. Vous disiez, oui, cette espèce de paranoïa où on a peur que les pensées nous contaminent. Je me disais, il y a aussi ce truc, c'est que quand on n'a pas de profondeur d'argumentation, on a aussi peur de... Tout à fait. De l'argument de perdre de pied. De perdre la face, en fait. Il y a une confusion entre l'être et le faire. L'apparence. C'est-à-dire que, et d'ailleurs ça s'est un peu produit sur le plateau de Pascal Praud, c'est-à-dire que j'ai désigné une manière de penser en essayant d'être là, avec mon regard psychosocial, de dire comment est-ce qu'on pense les choses, c'est quoi le narratif. Et Philippe s'est senti personnellement attaqué, il est passé de « mais est-ce qu'on n'est pas dans un narratif binaire ?» à « tu me dis que je suis binaire ». C'est-à-dire que lui-même s'est piégé en confondant. C'est pas parce que je dis que là, ton raisonnement me semble manichéen, que toi, je t'accuse d'être binaire. Et en fait, il y a ce glissement. On n'est plus dans l'être, on est dans le faire. Je suis réduit au faire, à ce que... Alors, la tendance victimaire, je me réduis à ce qu'on m'a fait. Tu te réduis à ce que tu dis, tu te réduis à ce que tu penses, avec une vraie difficulté à distinguer l'être et l'agir ou la pensée qui peut évoluer. Moi, j'ai plein de sujets sur lesquels ma pensée, elle évolue, pourtant je garde la même identité. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de glisser. Et la pauvreté d'arguments fait évidemment que l'insulte, le lynchage, c'est quand même un aveu de faiblesse. C'est ce que j'ai envie de dire aux jeunes aujourd'hui. Ne vous laissez pas décompenser. Si on vous insulte, c'est que quand même, il n'y a pas beaucoup d'arguments. Et qu'ils ne savent pas pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Mais c'est normal qu'ils ne sachent pas pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Parce qu'en fait, on a supprimé la dissertation, thèse, antithèse, synthèse. On a appauvri le niveau de langage et l'être humain ne pense qu'avec des mots. Donc quand vous avez 3 mots pour décrire vos émotions, c'est pas pareil que quand vous en avez 50. Et on sait que le champ lexical est corrélé à la violence. C'est-à-dire que plus vous avez de vocabulaire, plus vous avez de défense immunitaire contre la dépression et contre la violence. Donc le niveau de l'école qui baisse, c'est vraiment pour moi une violence faite au droit universel à l'instruction, avec un vrai impact sur la santé des enfants. Récemment, me suis rendu sur cette question justement des jeunes et de leur appréhension du monde. Je me suis rendu au Kosovo. J'étais dans la ville de Mitrovica. J'ai discuté avec... J'ai réalisé un documentaire sur la réactivation des tensions entre Serbes et Albanais. J'ai discuté avec des jeunes des deux côtés, en fait. Il suffit de traverser le pont. Il y a toujours un pont avec une frontière. Les Serbes sont au nord, les Albanais au sud. Et il me semblait que 20 ans après ce conflit, ces anciens, entre guillemets, qui eux-mêmes avaient souffert, connaissaient l'autre. C'est-à-dire qu'ils s'étaient affrontés, ils s'étaient tués, ils s'étaient exterminés même. Mais ils se connaissaient. Et j'ai discuté avec les jeunes qui sont nés pendant le conflit, et je me suis rendu compte que des deux côtés, l'entité en face n'avait aucun visage. C'est-à-dire, il s'agissait d'une frontière. Est-ce que vous traversez le pont? Est-ce que ça vous arrive? Non, je n'ai rien à y faire. Non, ces gens-là ne sont plus dans l'histoire. Ce que me disaient les jeunes Albanais. Les États-Unis nous soutiennent, l'Union européenne nous soutienne, les Serbes, c'est le passé. J'ai été assez effrayé parce que cette ignorance qui est propre à notre jeunesse aussi, cette absence de faisait que des jeunes qui n'avaient pas directement connu le conflit, mais qui avaient été élevés dans cette idée, le Serbe est négatif ou l'Albanais est négatif, suivant les deux, finalement perpétraient un modèle où il était possible à nouveau de retrouver un ferment actif pour repartir dans le conflit. C'est-à-dire que l'ignorance, c'est pas ceux qui ont vécu le conflit, mais l'ignorance permet de recommencer. Et j'ai un peu l'impression qu'avec la guerre en ce moment, dont tout le monde parle, mais sans jamais la connaître, on a un peu cette idée qu'on a complètement oublié, ce que dit Serge Klarsfeld. L'Europe a été à feu et à sang et tout le monde l'a oublié. Et on est prêt à repartir comme en l'an 40, comme on dit. Mais c'est la même ignorance qui fait que certains, au nom du pragmatisme, vous ont dit que les mesures qui avaient été prises pendant le Covid étaient pratiques, nécessaires, que c'était ça ou le confinement, c'est-à-dire qu'ils étaient dans une logique en fait du trauma, où parce qu'il y avait eu le confinement qui pour moi est la scène traumatique initiale, on est prêt à tout accepter pour que plus jamais ça ne revienne, avec une ignorance totale des signaux historiques qui nous disent dans quoi on met l'engrenage.
avec un contrôle de la population, en fait. Et cette ignorance fait le lit d'une incapacité à faire les liens et à voir les dérives possibles. Et quand vous dites, mais attention, il y a quand même un enjeu anthropologique, un enjeu philosophique, un enjeu politique, on est en train de les libertés. de dire de redéfinir la citoyenneté comme 3 mois et une dose, en fait. Enfin, donc quand même, il y avait des enjeux qui dépassaient largement la transmission d'un virus dont la létalité était quand même assez faible pour certaines tranches de la population. Là, pareil, vous étiez un salaud sartrien, en fait, parce que au nom de l'urgence, si vous pensiez, vous étiez subversif, vous étiez un délinquant. C'est-à-dire qu'on a tellement inversé les valeurs, on est dans un système tellement pervers, que celui qui pense et qui pose des questions, c'est le délinquant. Mais pour moi, le délinquant, c'est celui qui ne pense pas et qui passe à l'acte. Et donc, pour revenir à votre remarque sur le Kosovo, qu'est-ce qui a été dit ? Il y a une logique traumatique, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été mis sous scellé pour cette génération ? Qu'est-ce qui n'a pas été transmis ? Qu'est-ce qui n'a pas été dit ? Qu'est-ce qui a fait que dans la guerre, on a déshumanisé l'autre, au lieu d'expliquer que 2 territoires se font la guerre, 2 peuples se font la guerre, peut-être même des gouvernements se font la guerre et les peuples ne sont pas si d'accord que ça pour se faire la guerre, ça arrive aussi. Puis surtout, on a vécu à côté du Serbe. Et on a vécu à côté. C'était celui qui habitait dans la maison d'à côté, de même que le Russe. Donc, pour l'Ukrainien. Qu'est-ce qui a été transmis oralement pour qu'il soit amené à régresser à une pensée quasi magique avec un clivage ? Incroyable. Et je déshumanise complètement l'autre. Il n'existe pas, je me raconte, c'est de la pensée magique. Je me raconte que l'autre n'existe pas. C'est une entité. Oui, mais d'ailleurs, c'était un des dangers du masque, c'est que les bébés voyant des adultes masqués, ils n'humanisaient pas l'autre. Oui. Et ils ne s'humanisaient pas. L'autre est une entité. Donc là, on est vraiment dans la pensée magique, on est dans la pensée psychotique. C'est quoi une entité, en fait ? C'est complètement désincarné, avec des angoisses majeures, parce que si l'autre est humanisé, il est déjà moins effrayant. On est d'égal à égal. Et donc, oui, des mécanismes quasi psychotiques, en fait, de fragmentation de l'autre. Pour vous, la société est revenue à l'époque de Torquemada, en fait, à l'époque de l'Inquisition. On est dans la même logique. Je pense qu'il y a une régression qui est très inquiétante chez l'homme contemporain, chez l'homme occidental contemporain, oui. Parce qu'on le voit, encore une fois, les personnalités sont de moins en moins structurées. Et il y a des fragilités narcissiques, un vide spirituel qui fait vraiment, qui fait un boulevard à la pathologie, qui fait un boulevard aux addictions, qui fait un boulevard aux idéologies. Donc je crois qu'il est temps qu'on regarde à nouveau nos jeunes dans les yeux quand on leur parle, qu'on les réhumanise et que à toute cette mode de la technologie, du faire, de l'agir, du paraître, apparaître, comparaître, on remette en fait du lien, du vrai lien affectif. C'est pas grave que t'aies pas 1000 followers, mais c'est important que t'aies une relation affective avec un ami, un vrai ami en chair et en os, et qu'on redonne de la valeur, de la vraie place à l'affect. L'affect, c'est pas l'émotionnel, c'est pas la dramatisation de l'émotion dans laquelle on est aujourd'hui sur les plateaux télé. Tu penses ça, donc t'es un salaud. Là, c'est de l'émotionnel. Mais qu'on revienne vraiment à l'importance du lien affectif, et on le voit dans toute notre anthropologie, et on est en train de dire que finalement, le lien entre la mère et le bébé n'est pas si important que ça, mais les mammifères sont dépendants pour leur survie de leur lien affectif. Bien sûr que le lien entre la mère et le bébé est très important et qu'il n'est pas interchangeable. Et donc je pense que oui, il va falloir vraiment revenir à une éducation affective avec nos enfants, où on n'utilise pas les écrans comme une nounou, mais ça demande aussi un système social suffisamment équitable pour que les parents ne soient pas en difficulté économique et puissent passer du temps avec leur enfant. Amélie, justement, a évoqué la question du wokisme et toutes des ramifications de l'indigénisme, tout ce qui a pu apparaître comme courant, finalement, qui tendent à fracturer la société, en fait. On se rend compte qu'il y a quand même un modèle américain, quand même, dans cette... Il y a une sorte de primauté aux États-Unis. Ça se passe d'abord là-bas, ensuite ça... Et quelque chose de très protestant, dans le fond, dans cette approche et dans cette vision du monde. On aurait pu penser que nous, Européens, avec notre civilisation, avec notre profondeur, on dira, puis une sphère de pensée qui est quand même imprégnée d'un autre christianisme, on aurait pu résister à ça. Et est-ce qu'on résiste ou est-ce que finalement on a tendance à être... Et tout ce qu'on est en train de décrire, finalement, nous, à part le constater, on ne peut rien faire contre. Alors, je crois qu'on avait la possibilité de résister au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qu'il s'est installé une dérive. Je crois que le trauma de la Seconde Guerre mondiale
a laissé une telle phobie que reviennent les fascismes, les dictatures, etc., qu'on s'est raconté que la démocratie américaine allait nous sauver de tous les maux, sans voir qu'en fait, on entrait dans une bureaucratisation de nos démocraties et une technicisation de la vie, parce que finalement, on s'est raconté que la technologie, elle était idéologiquement neutre, et que jamais la technologie pourrait faire autant de mal à l'humanité qu'un Hitler, un Franco ou un Mussolini. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que si la machine est utilisée par des personnes qui ont une mauvaise anthropologie et qui réduisent l'être humain à être un contribuable et un consommateur, encore une fois, on déspiritualise l'homme, et donc on est en train de renoncer à notre ancrage identitaire, à notre culture chrétienne, au fait que la démocratie, quand elle est chrétienne, est porteuse de valeurs, alors que quand elle est trop technologique, elle n'est porteuse que de programmes. Et donc, je crois que, d'ailleurs, Bernanos se débat dans ses conférences en disant « mais il y a encore la possibilité de résister. Est-ce qu'on va rentrer dans ce modèle de vie technocratique et technologique qu'on nous propose, ou est-ce qu'on va réaliser qu'il faut sauver notre esprit et sauver notre âme ?» Ce qui s'est passé avec la crise sanitaire est l'aboutissement, je pense, d'un processus de désinstruction, de déspiritualisation. Maintenant, c'est le colibri, on peut tous décider de rester verticaux et de penser. Et moi, je pense que rien n'est jamais perdu. Mais effectivement, là, ce qui est en train de se passer est assez préoccupant, oui. On le voit dans les pathologies qui explosent chez les jeunes. Justement, je voulais vous parler des jeunes et notamment en fait de ce climat anxiogène, que ce soit avec l'éco-anxiété ou même juste n'importe quelle idéologie, notamment celle du wokisme qui est en mode soit t'es avec nous, soit t'es contre nous. Enfin voilà, si t'es contre nous, clairement on te démolit socialement, etc. Qu'est-ce que vous pensez vous une logique de la peur aussi. Il y a la peur d'être lynché. Moi, j'ai une petite patiente qui me dit j'ai appris à naviguer en eau trouble, c'est-à-dire qu'à l'école, je dis pas ce que je pense, j'avance masquée. Ouais. Pour se protéger. Et c'est totalement une pensée totalitaire, et finalement. Donc, en fait, elle a compris qu'on est dans le panoptique de Bentham, c'est-à-dire que c'est l'individu lui-même qui s'autocensure dans les zones où il a le droit d'aller penser ou pas, pour garder l'appartenance au groupe. Or, l'être humain ne peut pas vivre sans un sentiment d'appartenance. Et alors, en plus, aujourd'hui, à notre époque, où plus que jamais, le défaut d'ancrage intérieur fait qu'on ne supporte pas d'être seul, il y a peu d'individus qui sont suffisamment outillés au niveau de leur bon narcissisme pour supporter de tenir, d'en avoir rien à faire de l'image. Moi, je me suis fait traiter de criminelle sur un plateau télé parce que j'avais osé dire aux parents qu'il fallait qu'ils continuent à faire des câlins à leur bébé pendant le Covid pour éviter des carences affectives et des dépressions du bébé, des anorexies du nourrisson, etc. C'était important d'avoir du toucher pour le bébé et de faire des câlins. Et on m'a traité de criminelle parce que je disais ça. Moi, je m'en fous. Moi, je vais bien. Je sais pourquoi je pense que je pense. Donc, je suis OK avec ma pratique et ma déontologie et avec ce que je soutiens. Mais vous imaginez, pour un jeune de 17 ans, c'est d'une violence extrême. Donc, ils ont du mal à grandir. Pour beaucoup, ils se ratatinent et ça se traduit par une perte de libido, en même temps, quand on vous dit que si vous faites des enfants, vous allez tuer des arbres, ça donne quand même moins envie de se projeter. Il y a une perte de libido, il y a cette espèce de fluidité des genres et des relations appauvrit aussi énormément les rapports de séduction qui sont hyper importants à cet âge-là. Donc, on n'est plus vraiment amoureux, on est dans une espèce de truc de gémellaire, de friend zone, très bizarre, très fusionnel et puis ensuite très rejetant. Donc oui, ils ont du mal à se projeter et ils développent beaucoup d'addictions. Maintenant, ils ont des ressources qui sont incroyables. Moi, je trouve qu'on a été assez indigne d'eux en tant qu'adultes, qu'on leur a demandé de porter les peurs des adultes comme une famille toxique le fait, et que la société a été vraiment très toxique avec ces jeunes. Mais ils ont des ressources et une intelligence incroyable. Donc on doit leur donner, en fait, on leur doit tout, parce qu'ils sont l'espérance, ils sont l'avenir. Donc on doit leur permettre de penser, on doit leur donner du contenu auquel ils n'ont pas accès, et on doit surtout les challenger sur « t'as le droit de penser tout ce que tu veux, mais tu dois savoir pourquoi tu penses ce que tu penses. Et vas-y, argumente. Et tu as le droit de pas être d'accord avec moi, mais je veux que tu m'expliques pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi. » Et là, je pense que le temps qu'on peut leur consacrer à les obliger à débattre, à se reconnecter à leur perception, c'est pas parce que le groupe pense que tu es obligé de penser pareil. Et pourquoi tu ressens ça et qu'est-ce que tu ressens là, on les reconnecte en fait à leurs ressources. Le progrès technologique
enfin la technologie, parce que je ne sais pas si on peut toujours appeler ça un progrès, est allée plus vite que la pensée et la réflexion qu'on a eue dessus et la connaissance des conséquences. Elles étaient connues par ceux qui fabriquaient les machines avec un certain cynisme. Elles n'étaient pas connues du grand public. Et il est évident que nos parents nous ont éduqués pour un monde qu'ils ne connaissent pas et les clés qu'ils nous ont transmises ne fonctionnent pas. Est-ce qu'on peut dire que finalement, cette génération-là est la première génération à qui les parents offraient des jouets qu'ils ne connaissaient pas? C'est-à-dire que moi, mes parents m'offraient des jouets qu'ils connaissaient. Là, moi, à mes enfants, je vais faire des jouets... Ils ne savaient pas ce qu'ils mettaient entre leurs mains. Mais moi, je le vois. Sans le savoir. Quand je fais des conférences sur les réseaux sociaux, les écrans, etc., je me rends compte que les parents ne savent tout simplement pas qu'ils mettent une bombe entre les mains de leur enfant. Quand on leur explique, c'est bon, après ils régulent. Oui. Parfois c'est trop tard, quand le gamin a 16 ans, il lâche plus son téléphone en allant se coucher. Mais ils n'avaient pas mesuré la bombe qu'ils mettaient entre les mains de leur enfant. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je pense que la génération qui vous a mise au monde était déjà une génération abîmée, déconstruite, adolescente, infantilisée. C'est-à-dire qu'on avait eu tout l'envahissement pendant les 30 glorieuses du marketing ultra infantilisant. C'est-à-dire qu'on avait à la fois l'attaque par le marketing ultra infantilisant, l'attaque par l'idéologie, il est interdit d'interdire, tous vos relativisme moral, on s'en fout des pères, le père ça sert à rien, c'est has-been, les femmes peuvent tout toutes seules, avec une espèce de guerre entre les sexes. Au lieu de le voir comme une complémentarité, on est venu se venger de l'homme en se racontant qu'on était toute puissante. Résultat, on est dans la merde parce qu'on a une charge mentale de folle. Et l'intrusion de l'État qui raconte aux gens qui sait mieux qu'eux ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent faire, etc., etc. Donc, comme pour beaucoup d'êtres humains, la liberté est une chose extrêmement fatigante. L'être humain se repose de lui-même en se délestant de ses responsabilités sur l'éducation nationale qui ne devrait pas s'appeler éducation nationale mais instruction nationale, sur le marketing qui lui dit que ça c'est bon pour lui et qui crée du désir mimétique, etc., etc. Et donc en fait on a déjà, enfin pour moi, mais la génération de mes parents ce sont des ados en fait. Eux-mêmes, ce sont des ados. Donc, des ados peuvent pas être des adultes verticaux, en fait. Ils sont eux-mêmes pas finis de construire dans leur réflexion. Donc, forcément, ils sont très, très, très mal outillés pour avoir un projet éducatif. Donc, vous vous êtes construite toute seule ? Moi, je me suis construite dans une logique dont je parle dans mon dernier livre, dans la logique du traumatisme. C'est autre chose, mais en tout cas, quand nos parents ne sont pas à même de nous transmettre de quoi penser, il faut aller se chercher d'autres modèles identificatoires et il faut lire et il faut supporter d'être seul parce que si on ne supporte pas d'être seul, on va vers les réseaux sociaux qui aujourd'hui sont... ou n'importe quelle drogue en vrai. Sont une drogue extrêmement violente. Alors moi je vais mettre un bémol quand même dans cette génération ancienne on dira puisqu'il y a avec des parents... tels que les miens ont été, c'est-à-dire des gens extrêmement conservateurs, catholiques, familles de militaires. J'ai été élevé, moi, dans la non-communication, dans la non-expression de mes sentiments, dans le fait qu'on cache, dès qu'on est malheureux, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas... à une génération surtout aujourd'hui... Surtout un garçon, pour le coup. Oui, surtout un garçon, sur lequel on fait évidemment... porter aussi un espoir de réplique de modèle social aussi. Et on est passé de ça à, en effet, la question de... Parce qu'autour de ça, il y a l'enfant roi aussi dans la nouvelle génération, les familles monoparentales qui élèvent un enfant, les mères qui élèvent un enfant, c'est très parisien ça, dans l'adulation totale, on est à l'inverse. Alors la question de l'enfant roi, c'est vraiment la question justement de l'ignorance. C'est-à-dire qu'en fait, être parent, c'est quand même le métier le plus difficile pour lequel il n'y a aucune formation. Et l'enfant roi, c'est vraiment le contresens. C'est-à-dire qu'on ment à l'enfant quand on ne lui pose pas d'interdit. Et pour moi, on le mutile. C'est-à-dire qu'un petit être humain, sa liberté, ce ne sera pas l'absence de contrainte. Sa liberté, ce sera qu'est-ce que je fais de la contrainte que je ne choisis pas. Et en devenant adulte, quelles sont les contraintes que je choisis et les contraintes dont je ne veux pas. C'est ça l'autonomie. C'est quelle est la loi que je me choisis et que je respecte. Donc quand on est dans l'enfant roi, dans l'impossibilité de poser un nom, de poser une limite, de poser un interdit qui est toujours le même et qui n'est pas négociable, en fait on vole à notre enfant, on lui ment sur ce que va être la vie. Donc pour moi c'est une violence faite à son psychisme, autant
qu'une éducation ultra coercitive. C'est la même violence qui prend un visage opposé, en fait. C'est pour ça que je crois que il est interdit d'interdire, etc., était une très très grande violence et a mis en place des dérives extrêmement perverses en fait dans les familles. On a privé nos enfants. Pour l'enfant, il y a tout à découvrir, donc c'est beaucoup trop tout. Donc il va falloir quand même lui mâcher un petit, lui pré-mâcher un petit peu le réel pour que petit à petit il puisse l'assimiler et le digérer. C'est ça la fonction parentale. C'est l'object presenting, dit Winnicott, c'est-à-dire je te présente des morceaux de la réalité et quand tu les as assimilés, tu peux avoir un morceau plus grand du réel. Et quand on n'interdit rien, on le livre à lui-même, en fait. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aujourd'hui à des jeunes qui sentent, on va dire, que ça va pas trop, mais qui ne sauraient pas comment, justement, encaisser ce traumatisme ? De se refaire confiance dans leur perception à eux, de ne pas se couper par peur d'être marginal de leur perception. Et retrouver cet ancrage intérieur, en fait, de ne pas se renier. Parce qu'en fait, si vous vous rejetez vous-même, là, vous êtes vraiment seul. Donc, de ne pas renier leur perception, d'abord. De ne pas prendre de lire les 4 accords Toltec. C'est-à-dire, je crois qu'il ne faut rien prendre personnellement. C'est-à-dire, quand l'autre vous agresse, ça parle de lui et de là où il en est et de ce que vous lui faites, ce que vous lui donnez à voir. Ça ne parle pas de vous. C'est-à-dire, vous pouvez pas... Je vais donner un exemple... vous pouvez donner de la tendresse à quelqu'un et que cette personne le vive comme une violence, parce que quand vous lui donnez de la tendresse alors qu'il n'a vécu que de la violence, il va prendre conscience par la tendresse qu'avant il a reçu que de la merde dans sa famille. Donc il va rejeter cette tendresse. Mais c'est pas vous qui rejette, c'est là où il en est de son chemin. Donc je pense que c'est très important de ne pas prendre les choses personnellement et que ces jeunes arrivent à se remettre dans la créativité, dans leur créativité personnelle, dans leurs ressources personnelles. Donc, qu'ils aillent vers l'art, qu'ils aillent vers la lecture, qu'ils aillent vers le sport, qu'ils aillent vers la poésie. Mais en fait, ces ressources, ils les ont. Et ils ne peuvent pas renoncer à penser pour devenir uniformes et renoncer à leur singularité. Parce que ça, c'est la dépression assurée. On aura des pertes dans notre vie. On va perdre des amis, on va perdre l'approbation de ses proches, on va peut-être devoir changer d'établissement tellement, en fait, on se sent ostracisé. Mais on n'est pas obligé de se perdre soi-même. Et je crois que quand on commence à accepter de faire fond sur soi, de passer par des périodes de solitude, etc., on fait aussi de la place pour des vrais liens affectifs ensuite qui seront solides, avec des gens qui correspondent à où on en est de son chemin et à son niveau de conscience. Et on lâche prise sur ce que les autres pensent de nous. Parce que je crois qu'il faut vraiment respecter ce que les autres ressentent, mais s'en foutre complètement de ce que les autres pensent. Et là, on est dans un truc à peu près respectueux. Je respecte ce que tu ressens, mais ce que tu penses de moi, en fait, c'est des projections, donc je m'en fous. Ça demande beaucoup de courage quand même de faire ça. Comment ? Ça demande beaucoup de courage de faire ça quand même, surtout pour... C'est-à-dire que ça demande de la confiance en soi. Et c'est un âge où c'est difficile de se faire confiance parce qu'on n'a pas encore fait assez de choses pour avoir construit sa confiance en soi. Donc je leur conseille aussi de faire des choses, de s'autoriser à vraiment aller vers leur rêve, parce que le rêve est une image que nous fournit notre monde intérieur de la place où on doit être. Donc il faut qu'ils croient à leurs rêves, même si on leur raconte qu'après la crise économique et la crise sanitaire, il y aura une crise climatique. En fait, ils ne sont pas obligés de bouffer tout le négatif qu'on leur envoie. En fait, ils ont le droit de dire « non, ça va, merci, je vais faire ma part ». Je ne suis pas dans le déni du négatif, mais je ne vais pas me laisser sidérer, ce qui est la logique d'ailleurs de la chaîne d'infos en boucle. Vous êtes passif, vous recevez que du négatif, donc vous êtes dans un syndrome d'impuissance acquise, où vous vous sentez coupable et vous vous sentez impuissant. Or, le cerveau, il peut gérer du négatif s'il est actif. Ma mère est en train de développer un Alzheimer, mais je mets en place les choses, je mets des gens autour d'elle, donc je ne suis pas en dépression parce que j'agis face au négatif qui arrive. Et vous pouvez gérer du positif en étant passif. Tiens, il m'arrive un truc super heureux. Encore, il y a des gens que ça met en burn-out, mais on peut le gérer. Par contre, être face à du négatif en étant impuissant et en perdant son sentiment de contrôle, ce qui est arrivé pendant la crise sanitaire, on leur a dit ne bougez pas de chez vous parce que sinon vous allez tuer quelqu'un, ça c'est traumatisant. Donc il faut qu'ils puissent se remettre acteurs de leur vie à leur niveau. Je ne suis pas tout puissant, je ne suis pas impuissant. Je suis un être humain parmi d'autres non interchangeables et singuliers, relativement puissant et relativement impuissant. Et là, je peux supporter ma relative impuissance parce que je reste actif là où j'ai du contrôle. Ouais, c'est une forme de stoïcisme, quoi. Contrôler que ce que l'on... Enfin, agir que sur les choses que l'on peut contrôler et éviter de se focaliser... Et continuer à penser celles qu'on ne peut pas contrôler. Ouais.
Parce que penser est déjà un acte politique. C'est vrai. Vous parliez de créativité personnelle, de sport, etc. Moi, je vois bien chez la génération là, de mon petit frère qui a 20 ans, ils ont de manière générale beaucoup de mal à se mettre en marche parce que comment faire pour se battre contre la puissance des addictions ? C'est-à-dire qu'ils ont littéralement de l'héroïne dans leurs mains, en fait, à portée de main. Ils peuvent, là par exemple, je suis en train de faire quelque chose sur le porno, donc que ça soit la pornographie, le scrolling, le doom scrolling, c'est-à-dire vraiment scroller à l'infini jusqu'à. C'est des jeunes qu'on n'a pas protégés en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, comment aujourd'hui on peut faire avec cette génération qui juste ne peut pas contrôler, n'a plus justement ce lobe frontal qui n'ont pas assez musclé, on va dire, leur cortex préfrontal pour avoir cette espèce d'inhibition des pulsions et qui sont vraiment dans l'impulsion, c'est un bon conseil de leur dire oui, faites des choses et tout, mais en fait ils sont totalement inhibés en fait justement par ces stimulations je sais, j'ai plein de parents en thérapie qui sont très désarçonnés. Alors je crois que c'est des enfants qui ont besoin qu'on passe énormément de temps avec eux, qu'on les emmène faire du sport, que les écrans soient bannis de la maison, que les parents s'y mettent en fait, mais pour les parents c'est difficile aussi parce qu'ils manquent de temps, parce qu'ils sont dans une logique économique. Mais c'est vraiment... prescrivez le bannissement des écrans ? Ça vous arrive ? Moi je propose, j'impose rien, mais je pense qu'il faut vraiment expliquer aux jeunes ce que ça fait sur leur cerveau que les écrans et les réseaux sociaux, c'est-à-dire ça perturbe les hormones cérébrales, ça chamboule le sommeil, ça rend agressif, ça crée des syndromes dépressifs très importants, jusqu'aux idées suicidaires, parce qu'en fait la personne se désincarne complètement. Et donc, le fait de réaliser tout ce qu'elle pourrait faire si elle passait pas du temps sur les écrans, le fait de voir des gens en chair et en os, le fait de sortir avec votre enfant et de l'obliger à faire du sport, de reprendre... C'est un traitement de l'addiction, donc ça demande une thérapie, mais ça demande aussi un investissement des proches qui sont là et que cet enfant soit pas livré à lui-même et qu'il puisse réhabiter la solitude comme une opportunité de développer son imaginaire. Parce que ce qui crée les syndromes dépressifs, c'est que le contenu des écrans vient se substituer à l'imaginaire personnel. Et donc, quand je leur dis, tu vas retirer juste 30 minutes du temps que tu passes sur les écrans, là, tu retires 30 minutes et t'écris une histoire, où tu commences à dessiner la BD que tu as envie de dessiner, où tu inventes un jeu, là, je les remets en position d'être acteur, et le plaisir peut revenir, parce qu'en fait, ou la musique. Ça crée des profils anédoniques. Les écrans créent des profils anédoniques, il n'y a plus de plaisir. Anédonique ? En fait, ils sont addicts, mais dans l'addiction, il n'y a pas de plaisir. Il y a une impulsion, donc il y a un sentiment d'être nul parce que je ne peux pas résister à l'impulsion. Donc leur refaire investir leur imaginaire, oui, il y a la musique, chez les uns c'est la musique, chez les autres c'est le dessin, chez les autres ça peut être l'écriture, chez les autres c'est la cuisine, chez les autres c'est... Des créations, des collages, etc. L'idée de se recréer un imaginaire à soi, en fait. Oui, et de se revoir en vrai, en fait, de refaire des fêtes, parce que les jeunes de 20 ans ont beaucoup de mal à faire la fête. Moi, ils m'ont tous dit cette année, non, mais je fais rien pour le réveillon. Alors, le réveillon, c'est pas en soi quelque chose d'important, mais il y a une vraie fatigue à aller vers l'autre, en fait. Un vrai isolement, un vrai enfermement mental. Et aux États-Unis, on voit d'ailleurs des gens qui vivent sans sortir de chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont le contenu Internet, le télétravail, la bouffe qui est livrée à domicile, l'escorte qui est livrée à domicile si on a besoin d'un rapport sexuel. Donc, il y a un niveau d'isolement. Et quand on sait que l'être humain est un mammifère, donc que sa survie dépend de ses liens d'attachement, évidemment, c'est très préoccupant sur l'évolution de la psychopathologie. Et justement, c'est peut-être une de mes dernières questions. On observe justement une radicalisation dans cette pensée binaire, justement, dans ces deux trucs. On observe une radicalisation de la jeunesse. Moi, par exemple, je suis pas mal les gars qui font partie des mouvements antiféministes. Et je vois bien que, même si au début, ça partait d'un bon principe de dire « peut-être que le féminisme a un peu abîmé les hommes », maintenant, ça part vraiment dans des délires de haine totale et de misogynie, mais absolument assumée. Et, je souris parce que j'en ai eu un exemple très, très intéressant jeudi soir. Effectivement, il y a une régression, la pensée binaire, c'est une régression vers l'archaïque. Donc il y a une radicalisation, il y a les Sandrine Rousseau, les hommes ultra-machistes qui se vantent d'être polygames en pensant que c'est l'aboutissement de la maturité, d'avoir que des relations d'objets partiels, impossibilité d'être dans la rencontre avec un objet total, avec ce que ça peut amener de frustration, mais aussi ce que ça peut amener
de créativité et de croissance. Donc oui, à partir du moment où vous êtes dans une pensée binaire et dans une perte de singularité, il y a un vide narcissique qui fait le lit de tous les extrémismes. Extrémisme religieux, extrémisme de la misogynie, extrémisme du féminisme, et voilà, volonté de faire de l'entrisme idéologique avec le mouvement LGBTQ à l'école qui exploite le mal-être adolescent avec beaucoup de cynisme. Et effectivement, les jeunes sont hyper poreux à ça, en fait. Je crois qu'il faut vraiment leur réexpliquer que s'il y a des hommes et des femmes, c'est qu'a priori, la nature étant pas complètement crétine, on a besoin les uns des autres, en fait. Il faut revaloriser le lien. Il faut vraiment revaloriser le lien. Mais c'est intéressant parce qu'on vient d'enterrer Sami Ali, qui est le grand penseur en psychologie, qui était philosophe et peintre aussi, qui est le grand penseur du lien. Et selon lui, le lien, pour l'être humain, précède l'individu. C'est-à-dire que je ne suis là que parce que deux altérités se sont rencontrées, et donc, en fait, on ne peut pas désinvestir la relation comme on le fait. On ne peut pas se raconter et aller bien que la technique va supplanter le vrai lien humain, puisque l'existence est réticulaire, je ne suis qu'en lien. Voilà. Et on doit réinvestir ça dans tous les domaines, dans le travail, dans la relation parent-enfant, dans la relation amoureuse. Il faut réinvestir le lien affectif de plus en plus. Je trouve que c'est une très belle conclusion. C'est une très belle conclusion. Mais écoutez, merci beaucoup Marie-Estelle Dupont. Merci à vous. Merci Amélie de m'avoir accompagné dans cette interview, et merci à vous, auditeurs d'Omerta. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain grand entretien la semaine prochaine. Je vous dis au revoir, à bientôt.